l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous sommes avec notre invité, le pasteur Samuel Grondin de l'île de la Réunion, de l'église Extravagance. Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour. Ça va, ça se passe bien au Très, Québec très bien. pour toi? T'as pas trop froid? Un petit peu, il fait froid. Ça va. Les maisons sont bien chauffées. Bon, en tout cas, merci d'être venu passer cette semaine avec nous dans le froid, d'avoir quitté ta belle île bien au chaud pour venir nous bénir. Et je veux vraiment vous encourager à regarder l'émission d'hier sur les fréquentations. Personnellement, c'est une des meilleures émissions sur les fréquentations que j'ai entendues de ma vie entière. Donc, je trouve ça très intéressant et j'ai trouvé aussi que c'était super dans notre émission Parole de Femmes, à notre initiative, qu'un homme puisse partager son point de vue par rapport aux fréquentations. Et je crois que ça va aider beaucoup de couples, en fait, à y voir plus clair, à mieux comprendre. Et puis aussi beaucoup de jeunes hommes à prendre leur place, mais de la bonne façon. Et tu as l'air quand même assez romantique comme gars, je trouve. Oui, je pense. Faut demander à mon épouse. Ça aussi. En tout cas, j'essaie Ouais. de travailler à ça au maximum. J'ai pas encore atteint. T'es un doux, en tout cas. Hein. C'est ça. T'es un doux. Oui, je pense pas être dur. C'est bien, Samuel, on t'encourage. Si tu veux qu'on continue de parler de toi comme ça. Je suis un peu gêné, là. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui des fiançailles. On a parlé de la rencontre, on a parlé des fréquentations et aujourd'hui, on va parler des fiançailles. Comment faire pour que les fiançailles soient réussies? À quoi servent les fiançailles? C'est pas juste un petit moment, le temps de la préparation au mariage où on book un traiteur, un voyage de noces et qu'on fait notre liste d'invités, mais quelquefois, ça ressemble un peu à ça, les fiançailles. Or, il faut vraiment travailler de façon plus profonde et pas juste se préparer au jour du mariage. Et moi, j'aimerais, Samuel, que tu nous racontes comment est-ce que tu as demandé ta femme en fiançailles, ça se dit, ou en mariage? En mariage. Alors, en fait, Nathalie. oui. Donc, pour ma part, je pense pas que j'ai, en tout cas, la demande, le moment de la demande, c'était dans un moment où malheureusement, j'avais pas les moyens de pouvoir faire un truc grandiose, bien que j'aurais voulu le faire, ma femme le sait. Mais Maintenant, le monde entier le sait. Mais ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai choisi de prendre l'avion, parce que mes beaux-parents ne sont pas à l'île de la Réunion, mais à l'île Maurice, d'aller à l'île Maurice pour demander la main de ma future femme, à mes beaux-parents. Donc ça, je sais que ça a marqué beaucoup de choses. Le contexte était assez compliqué à l'époque parce qu'on ne se connaissait pas vraiment avec ma belle famille. Mais du coup, j'ai vraiment choisi de le faire de la manière dont la parole de Dieu nous enseigne, en fait. La façon de la parole de Dieu. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu as d'abord été demander la main de ta future femme à ton beau-père avant elle? Avant elle, On veut des Est-ce détails, qu'elle hein. savait? j'essaie de me rappeler, mais il me semble que c'était dans la même période, mais je suis pas sûr que c'était vraiment avant, après. Ok. Et juste pour savoir, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es réveillée et tu t'es dit, ok, là c'est le moment de s'engager? Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé des fréquentations, tu as voulu la conquérir et tu étais même prêt à ce qu'elle puisse de jamais te choisir, mais elle t'a choisi. Parce qu'en fait, entre ce moment-là et le moment où je lui demande en mariage, j'ai rencontré Jésus, en fait, au final, vraiment. Parce que j'ai eu vraiment cette rencontre avec son amour qui m'a touché. Et j'ai eu des amis, des chrétiens solides, et qui me montraient vraiment l'exemple autour de moi. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à commencer à considérer cette période-là qui est très importante. Et justement, à comprendre aussi, parce que la parole de Dieu nous enseigne là-dessus. Donc vraiment, prendre le temps de comprendre que cette période est très importante et qu'il faut s'engager, les parents sont importants dans un couple. C'est pas juste toi et elle, c'est pas juste moi et elle, c'est deux familles en fait. Bien que je sais que j'ai pas forcément été j'ai pas fait toutes les meilleures choses. Il y a des choses que je pense que je vais améliorer pour je dirais pas quand, mais quand je vais faire le renouvellement de vœux, je veux vraiment là marquer le coup et vraiment, en tout cas, que ça ressemble à... Tu vas nous inviter?
Je sais pas, tu sais, je sais pas, on verra. Moi, je me sens pleinement concernée par votre histoire. Avec grand plaisir, en tout cas. Ça sera un plaisir, vraiment. Mais Et non, donc, voilà, vas-y. Non, je trouve extraordinaire ce qu'il vient de dire. Il a dit que le couple, c'est pas juste vous deux. Et puis, il a voulu honorer les parents de sa future épouse. Et je crois que selon le contexte de la culture, il y a pour des gens, peut-être que pour vous, c'est une demande dans un restaurant, un pied à genoux et tout ça. Pour d'autres, c'est de venir rencontrer votre famille. Et je crois qu'il faut aussi honorer aussi notre famille, nos parents, notre culture, dans la parole de Dieu, évidemment, mais d'honorer les parents, c'est important. Et vraiment que la personne avec qui vous allez vous marier en tant qu'homme, peut-être la fille, elle n'ose pas, des fois encore, on a parlé hier, on en a parlé avant-hier, elle n'ose pas insister, mais toi, en tant qu'homme, vraiment d'avoir cette sensibilité-là, de vouloir honorer aussi cette fille qui n'est pas sortie d'un arbre, elle a une famille, et d'aller vers les parents pour dire, voilà, selon votre culture, voilà, moi, je veux épouser votre fille et tout ça, ça aide. Et puis, non seulement ça aide à la relation, mais vous-même, dans votre échange aussi, ça aide. Et ça permet de comprendre, parce que les fiançailles, c'est ce temps qui est un temps de travail, comme tu as dit, un temps où est-ce qu'on renforce les choses. Mais je crois que quand vraiment tu rencontres la famille de l'autre, tu te rends compte que c'est pas juste votre histoire au coin de la rue, mais c'est vraiment deux familles qui s'unissent, et c'est une nouvelle génération qui naît à partir de vous deux, qui allons créer une nouvelle unité familiale. Je crois que ça aide aussi à voir à long terme, en fait, par rapport aux relations. Tout à fait. Et le fait de rencontrer la famille, c'est pas juste de rencontrer des personnes, c'est rencontrer un petit peu tout le bagage, tout l'environnement. Et on comprend, ok, ma future femme, mon futur mari a grandi dans cet environnement. Tu rencontres des gens qui ont vraiment des caractères atypiques, mettons, où tu rentres dans la maison, tout le monde est tout le temps en train de crier, tout le monde est en train est super agressif. Tu te dis, ok, donc elle a grandi dans cet environnement-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi que quelquefois je vois que dans nos échanges, elle peut être piquante, elle peut être agressive. C'est pour ça où tu arrives et tu vois la maman qui s'occupe de son fils comme vraiment un bébé, et tu te dis, ok, c'est pour ça qu'il est comme ça, qu'il s'attend constamment à ce que je m'occupe de lui. Ça permet de comprendre certaines choses, et puis aussi de pouvoir communiquer par rapport à ces choses-là, encore une fois, pour avancer ensemble. Ça veut pas dire, le fait de savoir, ça c'est vraiment important de le comprendre, le fait de savoir, ça veut pas dire qu'on accepte les choses brutes. Ah, ok, t'as été éduqué comme ça, bah, je comprends que tu sois agressif. Non, je comprends pourquoi tu es agressif, mais je n'accepte pas que ça reste comme ça. Nous, on va fonder un foyer qui va être différent, mais je comprends pourquoi tu es comme ça, puis toi aussi, tu dois comprendre pourquoi tu es comme ça. Et ça va permettre d'ouvrir les yeux, et aussi sur la culture. Parce que les couples mixtes, ça paraît peut-être rien. Il y en a, ils se demandent pourquoi est-ce qu'on parle de ça, on en fait toute une histoire. Mais parce que c'est vraiment une rencontre de culture. On se dit, oui, ça fait des beaux petits bébés. Oui, bah avant que ça fasse des beaux petits bébés, Ce qu'on appelle le choc culturel. avant que ça fasse des beaux petits bébés, il y a vraiment un choc culturel quelquefois. Et si on n'en a pas conscience et qu'on pense juste à nos petits bébés qui auront la pommade et des yeux bleus et Les cheveux frisés. ouais, entre-temps, il risque d'y avoir quelques défis qu'on n'avait pas prévus. Alors, comment est-ce que quelqu'une de vous, un de vous, a un conseil pour les couples mixtes? Mais moi, peut-être ce que je peux dire, d'abord de façon générale, avant d'aller même dans la mixité, c'est de dire que les différences, c'est des questions sur lesquelles il va falloir se pencher pendant les fiançailles. On ne va pas juste se voiler les yeux, mais dès l'instant où il y a une différence, et là, ça concerne tous les domaines. Juste comme Annabelle, tu disais, le fait de venir de deux familles différentes, le fait, je ne sais pas, d'avoir une différence d'âge, etc. Dès l'instant où il y a une différence, c'est une question sur laquelle il va falloir vraiment s'asseoir pour parler pendant les fiançailles. Maintenant, concernant la culture, vraiment, c'est important de ne pas se voiler les yeux, en fait, et de réaliser qu'on peut venir de deux mondes complètement différents. Et même parfois, même quand on vient du même pays, parfois on vient quand même des mondes différents. Donc, vous imaginez qu'on ne vient parfois pas du même pays, ça veut dire qu'il y a tellement de choses, en fait, qui peuvent découler de tout ça. Mais le conseil que je donnerais par rapport à ça, c'est vraiment de se dire, il faut pouvoir en parler, mais de façon propre, en fait, de façon claire. Il faut pouvoir mettre les mots sur des valeurs culturelles qu'on transporte et qu'on porte. Il faut pouvoir se dire, OK, chez nous, voici comment
on a l'habitude de faire les choses. Comme Annabelle a dit, ça ne signifie pas que ça ne peut pas changer, mais vraiment mettre des mots dessus. Chez nous, voici comment ça se passe. Voici des points sur lesquels mes parents ne fléchiront jamais à cause de notre culture. Il faut pouvoir mettre des mots dessus et ensemble trouver comment manager ces choses-là. Par exemple, moi, je sais que, pour l'avoir déjà vu, hein, il y a des familles dans lesquelles c'est mieux que ce soit, par exemple, la personne qui appartient à cette famille qui fasse un reproche, par exemple. C'est mieux que c'est cette personne qui parle de ça. Mais c'est des points que pendant les fiançailles, vous pouvez aborder et dire, parce que dans ma famille, c'est une question sensible, laisse-moi parler aux membres de ma famille, moi, pour que toi, tu sois bien vu. Ne t'engage pas à venir dire des choses à l'encontre de notre culture, parce qu'on va directement te pointer du doigt et te mettre dehors, en fait. Donc ça, c'est... Oui, c'est important de se dire ça pendant les fiançailles. Mais il faut parler de ça et il faut parler de la stratégie à aborder par rapport à ces différences-là et pouvoir mettre les mots dessus. Et je dirais, en plus de ce qu'Aurélie a dit, ce qui est très important, il faut aussi faire confiance à votre amour et vraiment être solide, en fait. Parce que, oui, il y a des différences peut-être culturelles, peut-être raciales même, mais même dans un même pays, il y a des différences d'ethnie et peut-être aujourd'hui... D'éducation. Ouais. Et toutes ces différences-là, ben, aujourd'hui, peut-être que vous êtes mariés, mais demain matin, dans 5 ans, une tante va te dire une remarque, ben, eux, c'est parce qu'ils viennent de tel endroit, et eux, c'est pas... Il ne faut pas que ça vous blesse à chaque fois, que ça vous remette en question à chaque fois. Donc, c'est des choses que, oui, on en parle dès le départ, on fait avec la paix à ça, on aplanie. Si moi, je connais mieux, je t'informe, et vice-versa, pour qu'on s'outille, en fait, et qu'on y va à deux, devant que ce soit notre famille, mais après aussi, à long terme, quand je pense, par exemple, à des différences raciales, ben, ça veut dire que notre enfant, il va être exposé à des choses que les autres enfants n'ont pas été exposés parce qu'il est un enfant qui a ce bagage-là. Il ne faut pas y avoir honte, mais au contraire, il faut préparer aussi cet enfant. Il faut être à l'aise avec tout ça. Et puis vraiment, ça, c'est super important que votre noyau, il soit solide pour que vous puissiez justement avancer et que vous voyez votre différence comme une force et non comme une faiblesse. Juste pour peut-être rebondir, mais je pense que c'est carrément important de célébrer les différences. Bien sûr, on ne célèbre pas le péché, on ne célèbre pas ce qui détruit la personne, on est d'accord. Ça, il faut discuter et changer. Mais il y a des différences il faut le célébrer. C'est des richesses. Il faut choisir de le célébrer. Parce que justement, c'est des richesses. Et non seulement, on parle de différences raciales, mais juste le fait déjà que c'est un homme et une femme. Donc déjà, il y a déjà une grande différence. Il faut apprendre à célébrer la différence. Et vraiment, voilà, aller dans cette direction-là. Ça change. Et je me souviens, Gwen, qui fait Hosanna, avait dit dans Bonjour chez vous une fois, quelquefois les gens veulent se trouver juste eux-mêmes dans une relation. Et ça, c'est un problème. Lorsqu'on veut se trouver soi-même, on veut que l'autre, finalement, adopte tout ce qu'on est. Et en fait, c'est pas ça le couple. Vraiment, le couple, c'est deux personnes qui sont différentes, mais qui vont ensemble s'associer, devenir un, et qui vont donner plus de richesse au monde, tout simplement. Et vouloir que l'autre devienne comme nous, je pense que là, il faut revenir quelque part en arrière, à la base, pour la fondation du couple. J'aime l'autre pour ce qu'il est et non pas parce que je veux qu'il devienne tout simplement comme moi. Donc oui, c'est vraiment important, célébrer les richesses, ce que l'autre a et que je n'ai pas. Gloire à Dieu. Et puis, un autre point qui est important, souvent on pose la question quand les jeunes couples ils viennent nous voir pour nous dire, voilà, je voulais me préparer pour le mariage. Et on lui demande, du coup, pourquoi tu veux te marier. On pose la question aux garçons d'abord. Pourquoi tu veux te marier avec ta conjointe, ta future conjointe? Et puis, souvent, pas tout le temps, heureusement, mais souvent, on entend, oui, parce qu'elle m'écoute, parce que vraiment, on s'entend bien, parce que je sens que voilà, elle est d'accord quand je lui dis des choses, tout ça. Je dis d'accord. On pose la question à la fille, et là, elle dit oui, mais en tout cas, j'aime bien comment il s'habille, il est beau, il prend soin de moi, il pense aux détails, tout ça. Bref, des points qui sont intéressants. Mais quand j'écoute cela, quand on écoute cela, on leur répond tout simplement, ok, donc t'es pas prêt. J'ai pas entendu le jeu. Pourquoi? Parce que c'est tourné vers soi. C'est ça.
Et c'est là le problème. C'est justement, dès l'instant où c'est tourné, il me fait ça, il m'apporte cela, il est... Et là, du coup, là, il y a un souci. Là, il y a un souci. Il faut vraiment qu'on agisse selon la parole de Dieu. C'est que là, aujourd'hui, je me marie avec elle pour ce que je veux lui apporter. Parce que je veux la voir briller, parce que je veux la voir être elle-même, vivre une vie riche en Christ. Je pense que je peux lui apporter cela. Il y en a qui sont en train de prendre des notes pour leur prochain entretien. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Alors, tu vas dire, j'ai déjà entendu ça quelque part. D'ailleurs, en parlant de ça, parlons de l'église locale, parce qu'on a parlé de l'église locale comme étant un endroit où on peut trouver des modèles, mais je crois que dans le temps des fiançailles, l'église locale devrait être un endroit aussi de formation et de suivi. Parce que des fiançailles qui, selon moi, et selon la parole, vont être efficaces, ça va être avec dans l'enseignement en fait. Et il y a beaucoup de couples qui veulent vivre leur histoire tout seuls, on s'aime, on se comprend nous-mêmes, le Saint-Esprit nous enseigne, etc. Mais c'est des gens que tu retrouves après un an dans des situations, dans les mariages, tu te dis mais ça aurait dû être réglé dans les fiançailles. Pourquoi ça n'a pas été réglé? Parce qu'il n'y a eu aucun suivi. Alors bon, quelquefois c'est vraiment le couple qui veut pas être suivi parce qu'on se suffit à nous-mêmes. Quelquefois, c'est parce qu'il n'y a pas de suivi efficace non plus. Mais toi, qui es un fervent défenseur de l'église locale et qui a déjà accompagné plusieurs personnes dans le cadre des fiançailles, quelle est l'importance de ce suivi? Pour moi, c'est primordial parce que ça nous permet d'être exposés à la parole de Dieu. Et c'est bien aussi de s'humilier et de se dire, OK, je ne détiens pas toute la vérité. Je vais écouter aussi ceux qui ont déjà de l'expérience, qui ont vécu leur propre histoire et qui connaissent la parole de Dieu. Je vais les écouter. Je vais voir aussi ce qu'ils disent. La Bible dit que la sagesse vient d'un grand nombre de conseillers. Et c'est important aussi d'avoir des gens, mais pas n'importe quel conseiller, bien sûr. Si on commence à demander conseil à notre copine ou notre copain qui lui-même est dans le monde et qui fait n'importe quoi et que du coup, on est constamment infecté par ça, là, ça ne vaut pas le coup. Là, il faut vraiment couper et justement s'assurer d'avoir des vrais conseils qui viennent de la parole de Dieu. En fait, c'est simple. Je prends l'exemple de... Allez, tu vas à la plage. Quand tu vas à la plage, tu t'exposes au soleil et du coup, ta couleur va... Tu me parles. Du coup, dans ta peau, tu vas réagir parce que tu es au contact du soleil, en fait. Et c'est la même chose, je crois, dans le monde spirituel. Quand tu t'exposes tout le temps au monde, eh ben, tu vas être coloré par le monde. Il faut que tu choisisses de t'exposer à la parole de Dieu, à la lumière de Christ. Et c'est ce qui va te donner une couleur, justement. Ça va te permettre de respirer cela. Et ça va te protéger, surtout. C'est important. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de fréquenter le monde. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que pour te donner une direction, pour des conseils, je dis, il faut avoir... Jésus était assis avec les pécheurs, il était assis avec les gens qui n'avaient pas de bonne vie. Mais il n'était pas un thermomètre à ce moment-là. Il était un thermostat. Exactement. Un thermomètre, c'est qu'il prend la température qui est là et puis il donne il devient en fait ce que la température. Voilà. Tandis que le thermostat, il libère quelque chose. On va dire qu'il, comment dire ça? Il influence. Voilà. Il influence l'atmosphère. Donc là, c'est important quand même d'avoir des relations saines avec des gens qui connaissent la parole de Dieu. Donc l'importance de l'église locale est primordiale. Et du coup, dans le cas où on a des relations, des gens qui ne sont pas chrétiens, pouvoir aussi les influencer par nos choix, par nos attitudes. C'est vraiment important. Mais moi, je trouve que mettre en place des structures d'accompagnement comme ça pour les fiancés dans les églises, c'est comme ça que je l'appelle parce que je ne vois pas le nom. C'est très important parce que le pasteur Samuel a parlé d'être humble tout à l'heure. Il faut reconnaître qu'il y a des domaines, si tu t'es jamais marié, tu t'es peut-être jamais fiancé avant, en fait, tu n'y connais pas grand-chose. C'est vraiment... Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. C'est pas parce que, voilà, c'est sûr que tu as peut-être écouté des émissions comme celle-là, tu as peut-être reçu quelque chose, mais c'est bien d'être en contact avec les personnes parce que quand les questions pratiques
vont se poser, mais il va falloir que tu aies quand même un aîné, un bon conseiller pour te dire, écoute, voici ce que tu peux faire en fait dans cette situation. C'est vraiment un temps ou bien c'est une structure chargée d'apprendre la sagesse aussi aux futurs mariés. On va t'apprendre comment tu vas agir avec ton mari. On va t'apprendre des choses comme ça que peut-être tu sais pas, tu peux même penser que tu sais, mais la pratique, le domaine pratique va souvent te révéler certaines de tes faiblesses et c'est important qu'il y ait des personnes autour de toi pour te conseiller. Mathilde, tu voulais... Oui, ben en fait, vraiment, si je peux ajouter sur ce que tu dis, Aurélie, sur les fiançailles, c'est que il faut être prêt à s'humilier dans cette période-là, vraiment pour dire, genre, dans cette relation, comprenant que je ne sais pas tout et que je n'ai pas tout compris à propos de notre relation. Puis il faut être prêt justement à recevoir la sagesse de nos aînés, la sagesse des gens qui ont vécu. Toi, je trouve ça super beau ton témoignage, Pasteur Samuel, parce que tu as vu les gens agir dans ton Église. Donc, je veux dire, si on est un enfant de Dieu, on fait partie, on est un enfant du royaume et on devrait s'intéresser aux choses du royaume. Donc, comment fonctionne le royaume duquel on vient, auquel on appartient. Donc, à l'Église, c'est là qu'on va apprendre vraiment comme l'honneur, tous les principes pour avoir un mariage heureux. Et donc, je pense que c'est important justement d'être bien disposé durant cette période-là, de ne pas penser qu'on connaît tout et d'être prêt à recevoir. Puis, si je peux juste terminer avec ça, dans le sens... à l'Église, souvent, on a vu des gens qui venaient dans une structure, comme tu dis, Aurélie. Une structure d'accompagnement pour les fiancés en vue du mariage. Nous, on appelle ça les cours de préparation au mariage. Les gens qui étaient vraiment dans l'orgueil, qui pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de ça, c'est vraiment eux qui ont fait fausse route. C'est malheureux parce que, justement, c'est ça, ils ont sous-estimé le besoin d'avoir cet encadrement-là. Mais vraiment, je renchéris que c'est hyper important d'être imbibé de la pensée de Dieu pour le mariage avant même de s'y engager. Et juste pour une belle image, quelqu'un qui fait des études, okay, bon, tu vas me dire, OK, moi, je veux être un médecin. Je suis passionné par ça, je veux faire de la médecine. Quelle est la première chose que tu vas faire? Tu vas aller essayer, tu vas aller étudier, tu es prêt à gravir toutes les montagnes qu'il faut, mais tu vas aller étudier parce que tu veux connaître c'est quoi le métier de médecin. Donc tu vas vouloir te renseigner, tu vas aller étudier, tu vas prendre des livres, tu vas aller à la fac, tu vas vraiment même dépenser énormément pour ça. Et souvent, dans ceux qui veulent se marier, ils ne comprennent pas cela. Ils disent, mais attends, tu vas te marier, t'imagines que là, ça va influencer tout le reste de ta vie. Mais c'est donc là le gros investissement qu'il faut avoir, c'est justement dans ce domaine-là. Et donc là, moi je veux encourager aussi les jeunes couples et ceux qui sont dans cette démarche-là, vraiment de prendre le temps de lire de la parole de Dieu là-dessus, de lire des livres sur ce sujet, bien sûr, de bien s'assurer avec votre pasteur et les gens qui sont matures autour de vous, qui sont les personnes les plus... qui conseillent qui donne des conseils sur le mariage, sur le domaine du mariage. Mais c'est important de se former. C'est important d'aller creuser. Parce que c'est ce qui va te permettre, justement, après, quand tu seras dans le mariage, bien sûr, tu vas pas devenir parfait, mais ça va te donner quand même des outils pour justement aller plus loin. Nous, ce qu'on fait, je sais que toutes les églises fonctionnent à peu près de la même façon. Dans une formation mariage, on va vous donner des outils qui viennent de la parole de Dieu, clairement, pour que tu puisses construire un couple fort. Quel est le rôle du mari, quel est le rôle de la femme. Enfin bref, on va explorer tout ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le couple. Et ça c'est des outils qui sont importants, ça va influencer et changer ta vie, et donc ton travail, et donc tout ce qui va se passer autour. Nadine, tu voulais parler? Oui, j'avais une pensée avant le début de l'émission que les fiançailles, c'est pas non plus juste un compte à rebours juste pour le jour J. Et je crois qu'il y a beaucoup de filles particulièrement qui voient les fiançailles comme un compte à rebours. Il y a des choses qu'elles voient, mais qu'elles cachent. Et vraiment, je veux encourager ces filles. Si vous avez vu des choses dans les fiançailles, ça va juste s'amplifier dans le mariage. Donc l'idée, c'est pas tu aimes la personne et puis tu veux cacher, mais si tu es dans une bonne église locale et il y a des ressources autour de toi, parle de ce que tu vis maintenant pour que ce soit réglé maintenant, pendant que c'est encore tout petit, au lieu de le cacher, puis ça devient un géant dans le couple, et puis après ça, tu es prise avec un souci. Et le temps des fiançailles est vraiment
est indispensable pour tout le monde, ce travail, mais je dirais que c'est d'autant plus important lorsqu'on a des passés qui sont lourds, lorsqu'on a vécu des choses difficiles, lorsqu'on a vécu des traumatismes. C'est aussi le temps de guérison parce qu'à la fois, on ne s'est jamais retrouvé dans une situation de couple, une situation d'amour manifestée de cette façon. Et du coup, on se retrouve confronté à des choses peut-être qu'on a enfouies pendant des années. Et il y a des choses qui vont ressortir, des choses, mais ça vient d'où? C'est quoi? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi l'autre est comme ça peut faire peur. Et le temps des fiançailles, lorsqu'il est bien encadré, lorsqu'il y a des personnes, une structure d'accompagnement, ça va être aussi un temps en fait de guérison. Et je crois que dans les fiançailles, il y a vraiment beaucoup de guérisons qui peuvent et qui doivent avoir lieu. Et juste un conseil pratique pour ceux qui sont dans ce cas-là, dans le cas de fiançailles, c'est vraiment le temps aussi pour, déléguer. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui, des professionnels, des wedding planners, nous c'est ce qu'on a fait, qui sont là, qui s'occupent de toute la partie, on va chercher la salle, on va essayer de trouver. Pourquoi? Parce que souvent quand on est dans les fiançailles, c'est là où on va commencer à chercher tout ça. Et du coup, ça nous prend du temps, ça met du stress, ça met de la pression. Et je conseille, moi j'encourage, au maximum à essayer de déléguer, bien sûr pas de donner bien sûr toutes vos directives, tout ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez vivre, mais prenez vraiment ce temps-là pour vous plonger dans la parole de Dieu, pour vraiment apprendre à vous connaître vraiment et à se dire ok, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas vraiment prendre le temps de consolider ce qu'il faut. Et la partie préparatif, essayez de le déléguer au maximum. Ça, c'est un conseil que je donne généralement parce que ça peut vraiment... j'ai déjà eu des couples, à aider des couples qui n'ont pas le temps, en fait, au final, de penser à ces choses-là, ces détails-là qui ressortent parce que ils sont tellement pris avec la salle, ce qu'il faut payer, parce qu'il y a il faut que je choisisse une salle. Alors après, est-ce que ça va changer? Qui va prendre? Et du coup, là, c'est hyper compliqué. Nous, ça nous a vraiment enlevé une pression de fou quand on s'est adressé avec une wedding planner. Elle nous a dit ok, je prends tout en main. On leur a donné toutes nos directives et puis on s'adressait à elle, on s'adressait pas à tout le monde. On n'avait qu'un seul interlocuteur et ça nous a aidés vraiment. Et Super. je pense que des personnes se disent ouais, mais financièrement c'est un investissement, mais en fait c'est un choix d'investissement. Et le fait d'investir son temps, son énergie, son argent pour le jour J du mariage, c'est une vision qui est vraiment à court terme. Mais le fait d'investir pour un vrai suivi des fiançailles efficaces, dans le sens où tout ce que le Seigneur veut faire dans ce temps de préparation, il va pouvoir le faire pour que je sois prêt ou prête le mieux possible, physiquement, émotionnellement et spirituellement pour le mariage. C'est des bénéfices dont on va pouvoir jouir tout le reste de notre vie, en fait. Et on n'aura aucun regret. Or, lorsqu'il y a des grosses disputes, lorsqu'il y a des grosses tensions, le jour du mariage, ça devient vite un vague souvenir. Ça devient, je veux dire, le souvenir du jour J du mariage est pas assez fort pour garder un couple uni. Mais par contre, une vraie bonne préparation où le Saint-Esprit a pu agir, où il y a des paroles qui ont été prononcées sur nous, on a entendu le Seigneur parler, ça c'est ce qui va nous garder, c'est ce qui va nous sceller, c'est ce qui va faire que dans les mauvais jours, dans des tempêtes, on va se dire, on se rappelle que Dieu nous a parlé ce jour-là et pas juste on se rappelle d'une fête, d'une musique, d'une salle. Donc vraiment merci, c'était un conseil, je crois, plein de sagesse. Et recevez-le si c'était pour vous. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.